Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 3 décembre. À la une ce soir, un sondage place le FN en tête des intentions de vote au premier tour. Qu'en pensent les observateurs politiques? On décortique dans quelques secondes. Coup de théâtre au château du Plessis, la compagnie Cano Lopez n'est plus contrainte de quitter les lieux au 31 décembre. La ville de Tours lui accorde un sursis. Que s'est-il passé en quelques semaines? On voit cela dans un instant. Également dans ce journal, baisse des dotations, intercommunalité, loi NOTRe, les maires d'Indre-et-Loire plient sous le poids des réformes. Aujourd'hui, ils se réunissaient au congrès du Vinci à Tours. Leur président, Pierre Louot, nous rejoint à la fin de ce journal. Il est ce soir notre invité de la rédaction. Bonsoir à tous. À 3 jours du premier tour des régionales, les sondages se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Un dernier sondage place le FN en tête des intentions de vote au premier tour avec 31%. Certes, les sondages n'annoncent pas toujours la réalité, mais pour certains observateurs politiques, ces résultats sont tout sauf une surprise. Amanda Breuer-Rivera. Sur ces images tournées le soir du second tour des élections régionales de 2010, Philippe Loiseau, déjà candidat FN, avait réalisé 13,5% des votes. Aujourd'hui, c'est un retournement complet de la situation. Il est actuellement crédité de 31% au premier tour et devant tous ses concurrents. Philippe Vigier, UDI Les Républicains, récolte 29% et le président sortant François Bonneau du Parti Socialiste, 22% des votes. Cette percée des intentions de vote au profit du candidat FN ne surprend pas cet observateur de la politique régionale. Selon lui, tous les facteurs du FN sont au diapason. Impôts élevés, chômage de masse et surtout la peur. Les attentats de Paris, c'est évident, vont peser très très lourd dans ces élections. Il va y avoir 3 semaines d'écart, c'est beaucoup trop court pour déconnecter les attentats des élections de ce dimanche. Donc forcément, le lien va être très très fort, il va être puissant. Beaucoup d'électeurs qui n'auraient peut-être pas voté d'ailleurs, ou qui ne se seraient pas exprimés, vont s'exprimer pour dire ce qu'ils ont sur le cœur par rapport aux attentats et au terrorisme. Ce sondage redistribue les cartes au second tour. L'UDI LR, le PS et le FN seraient désormais au coude à coude, avec un léger avantage pour la droite classique. Ces résultats traduisent aussi une évolution dans le vote FN. À notre grande surprise, on peut voir que le Front National, si on croit les sondages, ne va pas perdre de voix ou très peu entre le premier et le deuxième tour. Donc là, on n'est plus dans le vote correction, on est dans le vote adhésion. Ce sondage Ipsos dissonne avec celui de BVA, publié la semaine dernière et aussi réalisé après les attentats. L'un décrit une élection aux résultats confus, l'autre une large victoire de la droite au second tour. Les citoyens voteront ce dimanche. L'incendie était volontaire. Hier, nous vous parlions de ce bâtiment ravagé par les flammes, le centre de formation des apprentis du BTP en cours de construction. Des traces d'effraction ont été relevées. La thèse de l'incendie volontaire ne fait plus aucun doute. Des équipements publics cambriolés, cela s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs communes, Saunay et Ville-d'Omer dans le Castel-Renaudet. Cambriolage également à la mairie d'Ozouer en Touraine où des colis de Noël destinés aux personnes âgées ont été dérobés. Coup de théâtre à Tours, la compagnie Cano Lopez n'est plus contrainte de quitter le château du Plessis au 1er janvier 2016. C'est un véritable retournement de situation. Souvenez-vous, depuis plusieurs mois, Serge Babary, le maire de la ville, et son adjointe à la culture exigeaient que l'artiste installé là-bas depuis des années déménage. Les explications d'Audrey Champigny. C'est un véritable ouf de soulagement pour José Manuel Cano Lopez. Après 1 heure de discussion dans le bureau du maire en compagnie de Christine Beuzelin, l'adjointe à la culture, l'annonce est tombée. Sa compagnie ne sera finalement pas expulsée du château du Plessis le 31 décembre prochain, comme initialement prévu. C'est une excellente nouvelle, évidemment. Ça veut dire que nous allons pouvoir terminer la saison. Et puis, je crois que nous sommes allés au-delà de ça, qui n'est pas simplement un report de ce délai de départ de la compagnie du lieu, qui effectivement arrivera un jour ou l'autre. Ça, c'est clair, puisque le lieu ne va pas être en état sans des travaux extrêmement lourds pour continuer à durer sans trouver une solution financière. En revanche, il faudra tout de même renégocier une convention d'occupation du Plessis et aborder à terme la libération des lieux. Quid de la compagnie après ce sursis? Les réponses restent floues, d'autant que la question des subventions reviendront sur le devant de la scène dans quelques mois.
On ne peut pas répondre sur le chiffre. Pourquoi? Parce que vous savez que le budget va être voté le 21 mars et que la commission culture, c'est après, mais le service, les réunions autour des subventions ne sont pas terminées, loin de là. En attendant, un acompte de 15 000 € pour l'année 2016 sera versé à la compagnie le 17 décembre prochain. Et une nouvelle rencontre devrait avoir lieu entre Serge Babary et José Manuel Cano Lopez fin mars, début avril prochain, pour rediscuter une fois le budget de la ville voté. 70e édition du Congrès des maires d'Indre-et-Loire. Au menu cette année, la réforme de la loi NOTRe, l'épineux dossier de l'intercommunalité. Le paysage institutionnel est amené à être bouleversé, ce qui n'est pas toujours du goût des élus, et ce, au-delà des clivages politiques. Transfert de compétences, découpages territoriaux, ils étaient tous réunis au Vinci aujourd'hui. Florent Carrière les a rencontrés. Commune nouvelle, intercommunalité plus grande, transfert de compétences, le Big Bang territorial inquiète dans le monde rural notamment. Responsable, la loi NOTRe, ou plutôt sa traduction locale, avec ce nouveau schéma intercommunal proposé par le préfet d'Indre-et-Loire. On n'est pas contre le fait de bouger, les communes nouvelles nous intéressent, les intercos plus puissantes nous intéressent aussi, mais on veut que ça soit notre projet, que ça émane de là-bas, que ça ne soit pas le préfet ou quelques élus qui nous l'imposent. Le Bouchardais, une communauté de communes appelée à être fusionnée dans un vaste ensemble, le Grand Chinonnais. 7500 habitants aujourd'hui, 60 000 si fusion il y a. C'est comme si un artisan, d'un seul coup, basculait dans une multinationale. Perte d'identité et de proximité, la crainte des élus, y compris dans les territoires qui travaillent à la fusion depuis déjà quelques années, comme dans le Grand Lochois. Il y a une inquiétude en fait de la part des élus locaux sur l'interventionnisme possible en fait de cette grande communauté de communes qui est une espèce de chose protéiforme qu'on a du mal à définir. Non, ils gardent leur pouvoir. Ce sont quand même les communes qui délèguent en fait les compétences aux communautés de communes. Et c'est là tout le problème. Quelles compétences déléguées, quel projet pour le territoire? Un bouleversement territorial d'autant plus difficile que beaucoup d'élus n'ont pas anticipé. Et en clair, la question qui est posée pour les élus, c'est comment passer d'une intercommunalité palliative, c'est-à-dire celle qu'on a faite jusqu'à présent pour éviter de repenser la commune, à une intercommunalité stratège. Là où les outils doivent être acteurs, c'est qu'ils ont la possibilité de consolider les fondations communales, et ça passe par la création de communes nouvelles. Tous se l'accordent à dire, pas de fusion sans projet et pas de fusion réussie si elle est subie. Problème, le calendrier, seulement quelques mois laissés aux élus pour faire des contre-propositions au schéma du préfet, même les défenseurs de la loi en conviennent. De manière brute en se disant, voilà, nous allons imaginer un regroupement avec telle et telle commune ou intercommunalité, voilà, s'il n'y a pas de projet, forcément ça ne marchera pas. Donc c'était dans ce sens-là où peut-être le calendrier est certainement un petit peu rapide. Maintenant, il y a aussi des contraintes budgétaires au niveau national. En mars prochain, la nouvelle carte intercommunale doit être validée par le préfet. Les contre-propositions seront bloquées au 1er janvier prochain. Et le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire sera ce soir notre invité de la rédaction. Pierre Louot nous rejoint à la fin de ce journal. Dans 3 jours, vous serez appelés aux urnes. Quels sont les enjeux qu'il faudra saisir et analyser au soir du premier tour des régionales? Les fusions qui se profilent pour le second tour, sans oublier la nature du scrutin. Élection régionale mode d'emploi, c'est signé Romain Delville. Dimanche, c'est le premier tour des élections régionales. La région Centre a changé de nom, Centre Val-de-Loire, mais il y aura le même nombre d'élus qu'en 2010, 77 conseillères et conseillers régionaux. C'est un scrutin de liste à 2 tours avec des têtes de liste régionales et des têtes de liste départementales, mais les bulletins de vote seront identiques dans les 6 départements. En région Centre Val-de-Loire, 8 listes sont en concurrence. Les listes qui auront réalisé au moins 10% au premier tour seront qualifiées pour le second tour dimanche 13 décembre. Les alliances entre les 2 tours ne seront possibles qu'entre des listes qui auront un score supérieur à 5%. Au second tour, il y a une prime à la liste qui obtient la majorité, 20 sièges lui sont dévolus. Pour les 57 autres sièges, c'est de la proportionnelle. La première session du futur nouveau conseil régional sera consacrée à l'élection du président ou de la présidente. Elle se tiendra le vendredi 18 décembre. Et on
Passe au sport. Samedi, le Tour FC poursuit l'aventure en Coupe de France. Après sa qualification il y a 15 jours à Saumur, ce sera le 8e tour. Et les joueurs de Marco Simone iront jouer à Libourg en équipe de division d'honneur, le 6e échelon français. Une équipe largement à la portée des footballeurs tourangeaux. On écoute Marco Simone, l'entraîneur, et le milieu de terrain, Laurent Aguasi. On revient toujours à la même chose, surtout quand on prépare des matchs comme ça. C'est pas non plus qu'est-ce qu'on peut connaître l'adversaire, c'est plutôt nous. C'est plutôt nous le travail, il faut qu'on le fait sur nous parce que sinon on fait les choses qu'on doit faire et il n'y aura pas de problème. On peut rendre les choses faciles. Si on ne fait pas les choses, c'est sûr que ça peut être une soirée difficile. On a envie d'aller là-bas, de gagner, de faire la même chose qu'on a fait à Saumur. Parce que voilà, la coupe, c'est soit tu vis, soit tu meurs. Donc on a envie de vivre, on a envie d'aller le plus loin possible aussi. Donc, parce qu'une aventure en coupe, ça peut permettre aussi d'avoir certaines valeurs en championnat, d'avoir cette envie d'agressivité, de combat pour le championnat. Donc c'est important pour la suite du championnat aussi. En volleyball hier soir, le TVB s'est lourdement incliné en Italie face à Trentino. Un score sans appel. Une défaite en 3-7 secs, 25-10, 25-20 et 26-24. Les volleyeurs tourangeaux restent quand même maîtres de leur destin en Ligue des Champions. Car la deuxième place de la poule reste qualificative pour la suite de la compétition. Le match retour contre l'équipe italienne aura lieu le mercredi 16 décembre à Grenon. Journée internationale des personnes handicapées aujourd'hui à Tours. Près de 1000 enfants ont déjeuné ce midi, les yeux bandés pour mieux comprendre le quotidien des personnes souffrant d'un handicap visuel. Une quinzaine d'écoles a participé à cette opération. Reportage ce soir à l'école élémentaire Velpo. Eva Deniel, Julie Roser. Entre franche rigolade et interrogation, le repas était placé sous le signe de la découverte dans la cantine de l'école Velpo. Les enfants étaient conviés à se bander les yeux pour manger. L'objectif, sensibiliser au handicap en se mettant à la place d'un déficient visuel. Pas facile alors de se servir découvert et encore moins de savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Au début c'était difficile mais après c'était plus facile. Et t'as réussi à finir toute ton assiette ? Je sais pas. Des épinards. Heureusement, certains s'en sortent mieux. Le concombre, oui parce que j'ai senti la sauce. Après la viande, oui. Au début, je croyais que c'était du bœuf. Le projet a été initié par la mairie. Les enseignants ont été conviés à participer et à faire travailler leurs élèves sur le handicap. Alors ça a été préparé en amont, bien sûr, au niveau des enseignants. Il y a eu des activités dans les classes, ils ont eu des fiches pédagogiques pour préparer les enfants à tout ça, que ce ne soit pas juste un repas, qui est quand même un sens, c'est un objectif. Voilà. Puis il y aura un retour d'expérience en aval pour voir comment ça s'est passé, comment ça a été ressenti par les enfants. Des enfants qui ont bien joué le jeu en développant différentes techniques, plus ou moins hasardeuses. Et puis aussi, ils se rendaient compte comment ils faisaient les aveugles. Et du coup, on était bien à leur place. Et c'était compliqué aussi de couper la viande, surtout. Au total, ce sont près de 1000 enfants tourangeaux qui ont pu, le temps d'un repas, mieux comprendre le handicap. À suivre, congrès des maires d'Indre-et-Loire, les élus ont-ils le blues? Baisse de dotation, intercommunalité, loi NOTRe et transfert des compétences. Aujourd'hui, Pierre Louot, président de l'association des maires du département, a une lourde tâche. Il répond à nos questions dans un instant. À tout de suite.